tu ne soutiens pas notre famille, a-t-elle dit, comme si c'était un péché d'aller chez le médecin. C'était juste pour faire un suivi après mon opération du genou. Mais apparemment, avoir besoin d'un week-end pour moi signifiait que je ne méritais plus d'être leur mère. J'étais assise au bord de mon lit quand l'appel est arrivé. Le soleil du vendredi était à peine couché à l'ouest, et je venais de finir de plier un petit panier de serviettes encore chaudes, sentant encore légèrement la lavande. Le nom de Jenna s'est allumé à l'écran. J'ai hésité un instant avant de répondre. Elle n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. « Salut, maman », a-t-elle dit, sautant directement les salutations. « Tu peux garder le bébé ce week-end ? On a un séminaire de travail à Asheville, et Emma est chez les parents de Nat. On sera de retour dimanche soir. » Je lui ai dit non aussi gentiment que possible. Je lui ai expliqué que j'avais un rendez-vous samedi matin ou une visite de suivi, rien de grave mais que le timing était serré. Et à vrai dire, j'étais fatigué. Mon genou me faisait encore mal le matin, et 2 jours seul avec un bébé de 10 mois, c'était trop pour moi pour le moment. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis une réponse glaciale, « Waouh. Bon, j'imagine que tu n'es pas très solidaire avec notre famille. » J'ai ressenti ça comme une gifle. J'ai ouvert la bouche pour lui rappeler les milliers de dollars que je lui avais donnés pour son acompte, les heures passées à bercer ses bébés pendant sa sieste, les nuits où je restais quand Tommy avait des coliques. Mais je n'ai pas dit un mot. « À quoi bon ? Je ne m'attendais pas à ça de ta part, » a poursuivi Jenna. « On avait vraiment besoin de toi ce week-end. Tu es leurs parents, ai-je dit doucement. Tu trouveras. » Elle a raccroché sans un mot. 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS, « S'il vous plaît, ne venez plus à la maison. Il est temps de poser des limites. Nous avons changé les serrures. » Je l'ai lu 2 fois, puis une 2e fois. J'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. J'ai serré les lèvres si fort qu'elles tremblaient. Mon cœur battait fort. Pas même un coup de fil, juste un message après tout ça. Après toutes ces années, les serrures avaient changé. Comme si j'étais une menace, comme si j'étais une étrangère. Je suis quand même allé chez eux. Appelez ça l'instinct, ou peut-être juste l'incrédulité. Les rues étaient toujours les mêmes, le calme de la banlieue, les vélos sur les pelouses, les drapeaux fanés sous la chaleur estivale. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de fondamental. Je me suis garé en face de l'immeuble en briques claires à 2 étages que je les avais aidés à acheter. Pendant un instant, je suis resté à fixer la porte. C'était la même porte que j'avais peinte avec Jenna le jour de leur emménagement. Elle était enceinte d'Emma à ce moment-là où le ventre rond, le regard fatigué mais excité. Nous avions choisi un vert forêt profond, et elle plaisantait en disant que cela faisait trop adulte. Cette même porte ne s'est pas ouverte quand j'ai sonné. J'ai attendu. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. La poussette du bébé était soigneusement pliée sur le porche. Une des petites baskets d'Emma gisait sous la balançoire. Puis je l'entendis, des pas à l'intérieur. Des voix rapides et chuchotées. Quelqu'un jeta un coup d'œil derrière le rideau de l'étage. Je sonnai une 3e fois, plus par habitude que par espoir. Rien. J'essayais la clé, celle que j'utilisais depuis 5 ans, depuis qu'on m'en avait fait une copie, au cas où. Elle ne tourna pas. Elle se coinça et tressauta, immobile. Elle avait vraiment changé les serrures. Je suis retourné à ma voiture lentement, comme si je tenais un objet fragile en équilibre. Difficile de dire si je tremblais de colère ou de chagrin. Peut-être des deux. Je me suis assise au volant et j'ai fixé le volant. Puis je me suis mise à rire un rire silencieux, essoufflé, ridicule. Il sortait par saccades et sifflements, comme si j'avais perdu la tête, car c'était ce que je ressentais. Comme si je m'étais réveillé dans une version alternative de ma vie, une version où ma fille avait décidé que je n'étais plus nécessaire ou pire, indésirable. De retour à la maison, j'ai préparé du thé et j'ai oublié d'en boire. J'ai erré dans la cuisine, touchant des objets comme pour me rappeler qu'ils étaient réels. Les cartes dessinées à la main par Emma étaient toujours accrochées au réfrigérateur, ma chère grand-mère. Je t'aime. Des cœurs au crayon de couleur, des lettres majuscules tremblantes, une dinde en papier que j'avais tracée à la main. Je me suis assise et j'ai contemplé les messages, le cadenas, les mots « Tu ne soutiens pas notre famille ». J'avais été solidaire, n'est-ce pas? Le prêt immobilier co-signé. La césarienne d'urgence prise en charge par mes économies quand leur assurance a fait faillite. D'innombrables repas,
du babysitting à la dernière minute, chaque gâteau d'anniversaire, chaque costume d'Halloween cousu de mes propres mains. Je ne conservais pas de reçus, mais les preuves étaient partout, dans leurs murs, leurs placards, leurs enfants. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message, puis je l'ai supprimé. J'en ai tapé un autre, puis je l'ai supprimé aussi. Que pouvais-je bien dire? Rien ne sonnerait juste. Rien ne les inciterait à ouvrir la porte. Je suis resté près de la fenêtre tandis que les lampadaires s'allumaient un à un. Je n'avais même pas enlevé les vêtements que j'avais portés pour faire les courses ce matin-là. Je n'ai pas bougé avant minuit, et même là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je me promenais dans la maison comme un invité. Le silence était plus pesant que d'habitude. Je n'allumais pas la radio comme d'habitude. Je n'ouvris pas les rideaux. Je ne voulais pas de lumière. Au lieu de cela, je m'assis à la table de la cuisine avec une tartine sèche et une tasse de thé qui refroidit avant que je puisse la boire. Le réfrigérateur ronronnait. L'horloge faisait tic-tac, mais tout le reste était immobile. Je fixais la chaise vide en face de moi, celle où Emma s'asseyait avec son jus de fruits, les jambes ballantes, me racontant l'école. Celle où Jenna s'effondrait après une longue journée, soupirant comme si le monde lui devait quelque chose pour y avoir survécu. Comment étais-je arrivé là? Comment avais-je élevé une fille capable de fermer la porte à sa mère avec une telle facilité? À midi, j'ai ouvert la petite boîte où je gardais toutes les petites choses qu'il m'avait offertes, une fleur pressée d'Emma, une photomaton avec Jenna, la vingtaine, le sourire aux lèvres, une carte de remerciement de Nat après la naissance de Tommy, écrite à la hâte mais avec le message suivant: « On ne sait pas ce qu'on ferait sans toi. » J'ai longuement réfléchi à cette phrase. Apparemment, ils avaient compris. Mon téléphone a vibré une fois, et j'ai sursauté. Mais ce n'était pas Jenna. C'était un spam concernant une assurance auto. J'ai posé le téléphone et l'ai repoussé comme s'il allait mordre. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai sorti le dossier ou le grand dossier jaune avec la pince noire. Dépenses familiales, écrit à l'encre délavée en haut. À l'intérieur se trouvaient des documents. Je les avais conservés. Non pas pour faire pression, ni par fierté, mais parce que je suis bibliothécaire de métier et par nature. J'ai noté des choses pas tout, jamais les petits services, les nuits blanches, les heures passées à traverser la ville en voiture, mais les plus importantes, l'argent, les formalités légales, les obligations que j'avais prises parce que j'étais la seule à pouvoir le faire, les 12 000 $ pour le raconte. Les 4 300 $ pour payer les frais d'hôpital d'Emma lorsque Nat a perdu son emploi, la poussette à 800 $ dont Jenna disait avoir absolument besoin, les frais de scolarité que j'ai payés pour qu'Emma puisse rester dans son école de Montessori, rien de tout cela n'était à redire. Pas à l'époque. J'en avais les moyens. J'en avais le cœur. C'était ça, mon rôle, non? La mère généreuse, la grand-mère fiable, la figure de proue solide qui fait tourner les choses sans rien demander en retour. Mais là, pour la première fois, je me posais la question, qui prend soin de moi? J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne d'autre. Personne n'appelait pour savoir si j'allais bien. Personne ne me demandait si j'avais mangé, si je dormais, si j'avais pleuré toute la nuit. Moi, si. Le chagrin n'était pas fort. Il ne s'exprimait ni en sanglots ni en cris. Il s'est déposé comme de la poussière dans mes poumons lents, suffocant, impossible à expliquer à quiconque ne l'avait pas ressenti. Elle a changé les serrures. Je l'ai murmuré à voix haute, juste pour entendre à quel point cela paraissait absurde, comme si j'étais une intruse imprudente plutôt que la femme qui avait autrefois bercé sa fille pendant des nuits de fièvre et de peur. Je me suis levé. Mes genoux me faisaient mal comme toujours, mais j'ai agi avec détermination. J'ai sorti la petite photo encadrée de l'étagère du salon, Jenna tenant la petite Emma, moi à côté d'elle, nous avions tous l'air plus jeunes et plus doux. Je l'ai posée face contre terre sur la table, puis je suis allé dans la chambre chercher ma carte d'avocat. Elle était là où je l'avais laissée, dans mon vieux carnet d'adresses, entre le dentiste et le vétérinaire. Je n'avais pas appelé Alan Rivers depuis plus de 6 ans, pas depuis que j'avais mis à jour mon testament après le décès de mon mari. Mais il me connaissait depuis que Jenna était au lycée, et il m'avait toujours parlé comme à quelqu'un de intelligent, pas comme à une vieille dame sentimentale. J'ai composé le numéro et j'ai attendu. Rivers et McKinley, voici Abby, a gazouillé la réceptionniste. Bonjour, ma chère. Je suis Marilyn Joyce. J'étais cliente de Monsieur Rivers il y a quelques années. J'aimerais prendre rendez-vous avec lui dès qu'il le pourra. Il y eut un silence, un claquement de touche.
Oui, bien sûr, Madame Joyce. Je vais vérifier son emploi du temps. On peut vous voir mardi matin à 10 heures. Parfait. Merci. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'un rappel. J'ai répondu, non. En raccrochant, j'ai senti quelque chose changer en moi, pas de colère, ni de chagrin cette fois, mais une force étrange et subtile, comme si j'avais retrouvé une part de moi-même que j'ignorais avoir perdue. Je n'avais pas l'intention de poursuivre qui que ce soit. Je n'allais pas me présenter à leur porte avec des documents et des exigences, mais j'avais besoin de clarté. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais construit et ce que j'avais donné. Plus tard dans la journée, j'ai sorti une boîte du placard du couloir, marquée « Maison ». À l'intérieur se trouvaient des actes, des reçus, des formulaires d'assurance. Je ne les avais pas consultés depuis des années. Je les feuilletais jusqu'à ce que je le trouve, le contrat de prêt immobilier, celui que j'avais signé pour aider Jenna et Nat à obtenir leur deuxième prêt hypothécaire lorsqu'ils voulaient agrandir la cuisine et ajouter la chambre d'enfant. Ils n'avaient pas obtenu leur autorisation par eux-mêmes. J'étais co-signataire, pas de propriété, pas de droit de regard, juste une responsabilité. J'ai consulté un autre dossier, mes relevés de compte retraite. Plusieurs virements sur le compte de Jenna au fil des ans, un pont entre deux emplois, comme elle l'appelait, jusqu'au prochain chèque de commission de Nat. Je n'avais jamais demandé de remboursement. Je n'en avais même pas parlé. D'une certaine manière, avoir besoin de cet argent me semblait plus honteux que de le donner. Assise sur ma chaise, les papiers à la main, je les laissais parler d'eux-mêmes. Je les avais aidés à construire leur vie, mais je n'en faisais pas partie. Je me suis souvenu d'une conversation de l'année dernière. Jenna s'était défoulée sur la mère de Nat, entre toutes. Elle essaie toujours de s'insérer, avait-elle dit. Je ne supporte pas les culpabilisations. J'aimerais qu'elle se calme. Sur le moment, j'ai hoché la tête avec compassion. Mais maintenant, je me demandais si elle me disait ça pour une raison, un avertissement. Ce soir-là, j'ai lentement fait le tour de ma petite maison, comme si je la voyais pour la première fois depuis des années. Tout avait été choisi avec soin, les rideaux bleus à fleurs, les vieilles étagères en chêne, le rocking chair dans le coin. Rien de cher, mais tout était à moi. Debout à la fenêtre, je regardais le soleil se coucher sous les toits. Quelque part, ma fille bordait ses enfants, pensant peut-être à la façon dont elle avait fixé des limites comme si j'étais une obligation incontrôlable. Eh bien, 2 canettes, ça fixe des limites. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais ce n'était pas un réveil agité et turbulent. C'était calme, concentré, comme si quelque chose en moi avait actionné un bouton et que j'étais enfin à l'écoute de ma propre fréquence. À 6 heures du matin, j'étais à la table de la cuisine avec un stylo, un bloc-notes et 3 enveloppes que je gardais dans le tiroir du bas du buffet, les enveloppes médicales, les enveloppes de réparation et celles de Jenna. J'ai ouvert le dernier. À l'intérieur se trouvaient toutes les cartes de remerciement, tous les reçus imprimés, tous les relevés bancaires que j'avais conservés au fil des ans non pas comme preuve, ni par honte, mais pour me souvenir, pour garder trace de l'endroit où j'avais placé mon amour. Le plus ancien datait d'il y a 12 ans, $2000 pour couvrir un acompte lorsque Nat a perdu son emploi et qu'ils ont dû déménager au pied levé. Je me souvenais de ce coup de fil comme si c'était hier. Maman, je ne te demanderai pas si on n'était pas désespéré. Je déteste ça. Je déteste te demander, mais je n'ai personne d'autre à appeler. J'avais dit oui avant qu'elle ait fini sa phrase. Puis vinrent les autres, comme des miettes de pain qui se feraient un chemin à travers une forêt, les trous à la garderie, les problèmes d'assurance, cette fois où Emma a eu besoin d'un appareil dentaire et où leur assurance dentaire n'a pas pris en charge plus que la consultation. Tout cela ou des centaines par-ci, des milliers par-là, chacun une version de la même histoire, juste pour cette fois. On trouvera bientôt une solution. Merci, maman. Tu m'as sauvé la vie. Mais le problème avec le fait d'être sauveteur, c'est que personne ne pense à vous jusqu'à ce qu'il se noie. Et dès qu'ils reviennent sur la terre ferme, on est oublié. Je pensais à toutes ces fois où j'ai dit oui, même quand j'aurais voulu dire non, quand j'ai annulé le déjeuner avec ma seule amie restée en ville pour aller chercher Emma plus tôt, quand j'ai zappé mon contrôle pour l'arthrite parce que personne d'autre ne pouvait surveiller Tommy, quand j'ai dépensé l'argent de ma facture de chauffage de l'hiver dernier en cadeau de Noël pour leurs enfants parce que Jenna disait qu'Emma serait dévastée sans la maison de poupée que toutes ses amies avaient. Chaque fois, je me disais que c'était de l'amour, du sacrifice, ce que font les mères. Maintenant, je ne savais plus si c'était de l'amour ou de la peur qu'en arrêtant de donner, je ne compte plus. Je déposai l'enveloppe et me levai lentement. Mes genoux n'apprécièrent pas, mais ils obéirent.
Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris. L'air matinal sentait la rosée et l'herbe. De l'autre côté de la rue, ma voisine Hélène arrosait déjà ses béonas dans sa robe rose. Elle me fit un signe de la main. Je ne lui rendis pas mon salut au pas par impolitesse. Je ne pouvais tout simplement pas lever la main. Pas encore. De retour à l'intérieur, je me suis fait du thé et j'ai fixé mon téléphone. Rien. Pas de message de Jenna, pas de suivi, pas d'excuses, pas même un mot pour m'expliquer. Était-ce vraiment ça? Un refus pour le week-end, un rendez-vous chez le médecin, un seul mot au nom et j'étais effacé. J'ai décroché le téléphone, j'ai fait défiler l'écran jusqu'à son nom, j'ai plané. Puis j'ai reposé. Que dirais-je? Que j'étais désolé d'avoir eu besoin d'un samedi pour prendre soin de ma santé? Que j'annulerais à nouveau le rendez-vous si elle me laissait simplement retrouver la vie que j'avais contribué à construire? Je ne pouvais plus. Plus maintenant. Car voici la vérité que j'avais évitée, et elle m'a frappé avec la sérénité d'une dernière note, ce n'était pas la première fois que Jenna me punissait pour avoir fixé une limite. C'était juste la première fois qu'elle l'a fixée définitivement. Je me suis souvenu de l'année dernière, quand je lui avais annoncé que je ne pouvais pas prendre l'avion pour leur anniversaire, car le médecin m'avait déconseillé les longs voyages avec ma tension artérielle. Elle ne m'avait plus adressé la parole pendant des semaines, disant que je préférais mes mots aux grandes étapes de sa vie. Avant cela, le baptême, quand j'avais demandé s'il pouvait envisager une date où je n'avais pas de kinésithérapie, elle m'avait répondu que j'étais difficile, qu'elle n'avait pas besoin de dramatisation. Chaque fois que je défendais mes intérêts, elle répondait par la distance, la froideur, le silence, et moi, comme une idiote, je revenais en rampant avec des cadeaux, des excuses que je ne devais pas. Jusqu'à maintenant. Maintenant, j'étais immobile, laissant le silence s'installer. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas donné d'explication. J'ai pris une grande inspiration, je me suis dirigé vers le classeur et j'ai sorti le dossier « Succession ». Puis j'ai décroché le téléphone et rappelé Alan Rivers. « Pouvons-nous ajouter quelques points supplémentaires à discuter mardi ?» ai-je demandé. « Bien sûr, Madame Joyce. »« À quoi pensez-vous ?»« Ma procuration. Je souhaite la révoquer et je dois apporter quelques modifications à mon testament. » Mardi n'arrivait pas assez tôt. J'occupais le temps comme je le savais, faire le ménage, dépoussiérer les coins qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des mois, frotter les joints de la cuisine avec du vinaigre et une vieille brosse à dents, ranger les livres que je ne pouvais plus lire, mais que je ne pouvais pas me résoudre à donner. C'était une sorte de préparation étrange, comme si je préparais la maison pour un invité qui ne viendrait jamais. Le matin de mon rendez-vous, je me suis réveillé avant le réveil et je suis resté plus longtemps que d'habitude devant le miroir. Je me suis brossé les cheveux, j'ai enfilé mon chemisier bleu clair à boutons de nacre et j'ai même appliqué une touche de rouge à lèvres non pas pour les autres, mais pour moi, pour me rappeler qui j'étais quand personne ne me regardait. Le trajet jusqu'au bureau d'Allen a duré 30 minutes, et j'ai passé chaque seconde à répéter les mots dans ma tête. Mais une fois assis dans le fauteuil en cuir marron en face de lui, les mots sont venus facilement. Je voudrais révoquer la procuration que j'ai accordée à ma fille, ai-je dit clairement. Alan cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. Pas de problème. On peut rédiger le document aujourd'hui. Tu es sûre, Marilyn? Absolument. Je joignis les mains sur mes genoux. Elle n'a plus besoin d'avoir accès à ma vie. Il n'a pas demandé de détails, et j'en ai apprécié la pertinence. Ensuite, nous avons examiné mon testament. Les termes étaient toujours les mêmes, Jenna et Nat comme bénéficiaires principaux, Emma et Tommy recevant de petits fonds d'éducation. La maison, les comptes, les actifs, tout leur reviendrait. J'aimerais changer ça, ai-je dit. Alan pencha légèrement la tête. Tout? Oui. Je veux que tout soit placé dans un fonds fiduciaire pour ma nièce, Claire. Elle a été bonne envers moi, non par obligation, mais simplement par gentillesse. Il hocha de nouveau la tête. On peut arranger ça. C'est ton droit. Nous travaillâmes un moment en silence, bruissant de papier et cliquetant de stylo. Je signais là où il me désignait, et à chaque signature, je sentais un léger poids me glisser sur la poitrine. Avant de partir, il m'a remis une copie de la révocation. Si votre fille tente d'agir en votre nom auprès d'une institution financière, celle-ci sera tenue de la rejeter. J'ai pris le papier, je l'ai plié soigneusement dans mon sac et j'ai dit « Merci, Alan ». Dehors, le ciel était couvert, mais je me sentais légère,
comme si j'étais entré dans une version de ma vie où je n'attendais plus que quelqu'un reconnaisse ma valeur. Je l'avais fait moi-même. De retour chez moi, j'ai appelé la banque. Il m'a fallu 3 virements et une vérification d'identité fastidieuse, mais j'ai finalement réussi à joindre un certain Derek, du service comptabilité. Je dois annuler tous les transferts programmés sur les comptes de ma fille, ai-je dit. Il hésita aussitôt. Tous, madame? Je vois qu'il y a plusieurs paiements récurrents. Oui, tout. Je m'occupe des pénalités. Une autre pause. Puis-je vous demander la raison de l'annulation? J'ai pensé à dire quelque chose de vague ou une restructuration financière ou des changements familiaux, mais j'ai finalement dit la vérité. J'avais décidé que mon soutien ne devait pas se faire au détriment de ma dignité. Derek resta silencieux un instant. Compris. On traitera les annulations aujourd'hui. Merci. Après la fin de l'appel, je suis resté assise, immobile. Le silence dans la pièce semblait différent, ni solitaire ni vide, mais pur, comme un espace enfin reconquis. Le lendemain matin, je suis allé à la banque en personne, non pas par manque de confiance en Derek, mais parce que certaines choses, importantes, méritent d'être faites en face à face. J'ai mis mon beau manteau, celui que je gardais pour l'église et les mariages. Il faisait vraiment trop chaud, mais il m'a permis de me sentir préparé et présentable, comme quelqu'un qui se prend au sérieux, même si d'autres ne l'avaient pas fait depuis longtemps. L'agence était silencieuse, on n'entendait que le murmure des conversations et le doux bourdonnement des imprimantes. Une jeune femme aux cheveux noirs et brillants m'accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'ai rendez-vous avec le directeur de l'agence, ai-je dit. Ton nom, demanda-t-elle. Marilyn Joyce. Elle tapa quelque chose, hocha la tête et fit un geste vers la salle d'attente. Madame Quinn sera bientôt là. J'étais assis près de la fenêtre, serrant mon sac à main à 2 mains non pas par anxiété, mais parce que j'avais entre les mains des documents historiques, relevés, reçus, photocopies de paiements effectués sur une décennie. Des preuves, supposais-je, même si je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit. Je voulais juste des éclaircissements. Mademoiselle Quinn est apparue 10 minutes plus tard, une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un blazer élégant et dont le regard ne laissait rien passer. Elle m'a accueilli chaleureusement, mais avec professionnalisme. Madame Joyce, entrez, s'il vous plaît. Il faisait trop froid dans son bureau. Je n'ai rien dit, je l'ai juste suivi et me suis assise en face du bureau. Je comprends que vous aimeriez apporter quelques modifications à vos comptes. Oui, ai-je répondu. Je souhaite que tous les transferts sortant vers le foyer de ma fille soient définitivement annulés. Je souhaite également créer une fiducie distincte. Elle ne scia pas, prit simplement un stylo. Avez-vous déjà un bénéficiaire en tête? Ma nièce, Claire Linton. Elle vit à Portland. Elle me rend visite chaque année, elle m'appelle juste pour me dire bonjour. Un jour, elle a traversé 2 États pour m'apporter de la soupe quand j'étais malade. Madame Quinn hocha la tête sans commenter. Je souhaite que les fonds précédemment destinés au foyer de ma fille soient réaffectés à cette fiducie, poursuivis-je, mais pas seulement les paiements récurrents, tous les fonds discrétionnaires restants que j'ai conservés en cas de besoin familial. Je ne considère plus cela comme une catégorie judicieuse. J'ai cru voir sa bouche esquisser un léger sourire. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails, pourcentages, conditions d'accès, options d'investissement. J'ai posé des questions. J'ai pris des décisions. J'ai signé des papiers. Je vais devoir soumettre des formulaires d'identification pour Madame Linton, a-t-elle déclaré, et certains documents nécessiteront sa signature pour activer l'accès complet. Elle s'y attend, ai-je répondu. Je lui ai déjà dit qu'il pourrait y avoir un petit quelque chose. Je ne lui ai pas dit combien. Ce n'était pas une somme énorme selon les normes modernes, mais c'était plus que ce que j'avais eu en grandissant ou plus que ce que j'aurais jamais pensé économiser. Je voulais qu'elle revienne à quelqu'un qui l'utiliserait avec soin, sans se sentir gâtée. Une fois terminé, Mademoiselle Quinn s'est levée et a tendu la main. Puis-je vous aider pour autre chose aujourd'hui? Oui, ai-je répondu. Pouvez-vous imprimer la liste de toutes les transactions que j'ai effectuées avec la famille de ma fille ces 10 dernières années? Elle haussa un sourcil, puis ne dit rien, se contentant de taper sur son clavier. Quelques minutes plus tard, elle me tendit une pile de papier, page après page, déposant des dépôts, des virements et des paiements. J'ai pris le paquet et l'ai glissé dans mon sac sans regarder. Merci. Dehors, le soleil était apparu. Je marchais lentement vers ma voiture, les documents pesant légèrement contre moi au pas lourd,
juste réel. De retour à la maison, j'ai préparé du thé et étalé les pages sur la table de la salle à manger. Mon nom y était imprimé en boucle, petite somme, grosse, l'allocation mensuelle pour les courses, les cours particuliers d'Emma, les soins dentaires de Nat, l'argent de l'essence, les mensualités de la voiture, le remplacement du chauffe-eau. J'ai entouré chaque chose d'un stylo rouge non pas pour me faire honte, mais pour me souvenir. J'ai compté 123 virements en 10 ans. Et ce chiffre n'incluait pas les cadeaux, les courses ni le babysitting. Et ce chiffre n'incluait pas les nuits où j'ai dormi sur leur canapé quand ils étaient malades, ni les vacances où j'ai cuisiné pour 12 personnes pendant qu'ils souriaient pour les photos et me laissaient faire la vaisselle toute seule. Je me demande combien de fois j'ai dit oui 23 fois jusqu'à maintenant. Ce soir-là, je me suis assis avec une feuille de papier fraîche et j'ai écrit une lettre, pas une que j'enverrais, juste une que je devais écrire. Chère Jenna. J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour et l'obéissance sont deux choses différentes. Je t'ai élevé pour être fort, et je suis désolé si cette force t'a fait croire que j'étais incassable. J'ai dit oui trop de fois, non pas parce que je n'avais pas de limite, mais parce que je pensais que dire non signifierait te perdre. Je vois maintenant que je t'ai perdu de toute façon. Alors maintenant, je me choisis. Je l'ai signé, plié, rangé dans le tiroir et laissé le calme revenir. Je n'avais pas prévu d'en parler à qui que ce soit pas encore, pas avant que la poussière ne retombe. Mais j'ai reçu un appel de Nat en fin d'après-midi jeudi inattendu et bien trop poli pour être sincère. Salut Marilyn, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Jenna m'a dit que tu prenais un peu de distance. On respecte ça, bien sûr, mais elle s'inquiète pour toi. J'ai failli rire. Au lieu de ça, j'ai dit, je vais bien, Nat. Tu as besoin de quelque chose? Il y eut un silence, bref mais sec. Eh bien, j'ai remarqué que le virement de la course n'a pas été effectué cette semaine, ni l'assurance auto. J'ai pensé à une erreur bancaire. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas une erreur. Une autre pause, plus longue cette fois. Bon. Alors, tout va bien? Je l'ai alors entendu, le changement de ton dans sa voix, l'inquiétude se transformant en irritation, ce sentiment de droit acquis qui s'est manifesté. J'ai décidé d'arrêter les paiements, ai-je dit. Tous. Il y eut un silence, pas même un souffle. Puis, il s'est passé quelque chose. J'aurais voulu lui demander s'il devait vraiment le faire, s'il trouvait normal de changer les serrures de la femme qui avait bercé ses enfants. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt dit, Jenna a été très claire, je ne fais plus partie de ta famille, et je respecte simplement cela. Je pense que tu prends les choses un peu personnellement, dit-il. Cela me fit rire, doucement, avec un léger sourire amer. Au revoir, Nat. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Jenna. Maman, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu crées beaucoup de stress dans notre foyer. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. J'ai regardé l'écran, puis j'ai retourné le téléphone face vers le bas sur la table. Ce soir-là, je suis retourné au bureau d'Alan Rivers pour finaliser le testament. Il m'a accueilli avec le même calme que si nous discutions de mots croisés et non de la redistribution des efforts de toute une vie. Tout est prêt comme convenu, dit-il en me tendant l'épais document. Votre nièce Claire héritera de la maison, des comptes et du reste des biens. Votre fille et sa famille ont été retirés de la liste des bénéficiaires. Je lis la première page lentement, sentant chaque clause atterrir avec une précision tranquille. Et la fiducie est active depuis ce matin, a-t-il confirmé. Claire a déjà reçu la notification et y aura accès une fois la dernière signature effectuée. Il m'a tendu le stylo. Je n'ai pas hésité. Quand j'ai eu fini, il a rassemblé les papiers et les a soigneusement rangés dans une chemise. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir laisser une somme symbolique à votre fille? Parfois, on préfère un geste, même symbolique. Non, dis-je. Je lui ai déjà laissé assez de choses. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis il a dit plus doucement, ce n'est jamais facile, Marilyn. Même quand c'est nécessaire. Je le regardais dans les yeux. Elle a changé les serrures. C'était facile pour elle. Je ne fais que suivre ses règles. Il hocha la tête. Dehors, le vent s'était levé, faisant bruisser les feuilles sur le trottoir. Je marchais lentement vers ma voiture, non pas à cause de mes genoux raides, mais parce que je me sentais étrangement grand et ancré. De retour à la maison,
je me suis servi un verre de vin, ce que je ne faisais presque jamais. Je ne célébrais pas vraiment, mais je voulais marquer l'instant en pas en fanfare, mais en le reconnaissant discrètement. J'avais fait quelque chose de dur. J'avais dit au monde que je ne serais plus utilisé, même par ceux que j'aimais le plus. Et étrangement, dans le calme de cette soirée, je n'éprouvais aucun regret. Plus tard, alors que je lavais les vitres et éteignais les lumières, je suis passé devant la petite table d'appoint dans le couloir, celle avec le cadre de la première photo d'école d'Emma. Je me suis arrêté. Doucement, j'ai sorti la photo du cadre et je l'ai rangée dans un tiroir, non pas pour la jeter, ni pour l'oublier, mais parce que je n'en avais plus besoin pour me rappeler qui j'étais. Le lendemain matin, on frappa à ma porte. Ce n'était ni le facteur, ni un voisin, ni même quelqu'un auquel je m'attendais. C'était Lorraine Baxter. Elle se tenait là, un sac en papier à la main, un sourire en coin qui ne masquait pas vraiment son inquiétude. « J'ai apporté des roulés à la cannelle, dit-elle. Ils sont encore chauds. Je me suis dit que tu ne cuisinerais pas beaucoup ces derniers temps. » Je n'avais pas vu Lorraine depuis presque 2 ans, pas depuis la cérémonie commémorative de son mari. Nous avions l'habitude de parler chaque semaine lorsque nos filles étaient à l'école ensemble, et nous pensions toujours que nous avions plus de temps que nous ne savions quoi en faire. Je me suis écarté et j'ai dit « Entrez ». Elle posa le sac sur le comptoir de la cuisine comme si elle n'était jamais partie, même mouvement vif, même chaussures pratiques. Elle a servi le café elle-même sans demander mon avis. Je ne l'ai pas arrêtée. « Tu as été silencieux », dit-elle après quelques gorgées. J'étais occupé. Elle hocha la tête en remuant sa tasse avec le manche de sa cuillère. Jenna m'a appelé, a-t-elle poursuivi. Elle m'a dit que tu étais en pleine crise d'humeur, que tu t'isolais de la famille. Je n'ai pas bronché. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle l'a fait, mais je lui ai dit que je viendrais vérifier moi-même. J'ai ri doucement. Eh bien, je ne suis pas en pleine crise de nerfs, si c'est ce que tu te demandes. Je ne pensais pas, Lorraine posa sa tasse. Je lui ai dit que tu étais la femme la plus lucide que j'ai jamais connue et que si tu faisais quelque chose de grave, c'était probablement parce qu'il s'était passé quelque chose de grave. Je l'ai alors regardé, vraiment regardé, les rides au coin de ses yeux, l'inclinaison prononcée de son menton. Elle n'était pas là par curiosité, elle était là parce qu'elle savait ce que cela signifiait d'être poussée trop loin. J'ai refusé de garder le bébé pendant un week-end, prétextant que c'était parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Jenna a dit que je ne soutenais pas la famille. Puis elle a changé les serrures. Lorraine laissa échapper un soupir lent et amer. Jésus, Marie et Joseph. Elle m'a envoyé un SMS, ai-je ajouté. Elle ne m'a même pas appelé. Elle m'a juste dit de ne plus venir. Lorraine ne s'y a pas, et Nat m'a demandé pourquoi j'avais annulé le transfert d'assurance auto, comme si c'était ça le crime. Elle tendit le bras par-dessus la table et prit la mienne. Sa prise était chaude et ferme. Tu les portes depuis des années, Marilyn, et ils ne s'en sont aperçus que lorsque tu les as lâchés. Je n'ai rien dit. Bien, ajouta-t-elle au bout d'un moment. Il était temps que quelqu'un rappelle à ses grands-enfants que l'amour n'est pas une carte de débit. J'ai alors souri à une petite chose réelle qui touchait les bords de mes côtes. Nous sommes restés assis un long moment à discuter, non pas de Jenna, ni de l'argent, ni de la douleur, mais de livres, de vieux voisins et de l'horreur silencieuse des machines à café modernes. Lorraine a rempli nos tasses 2 fois. À un moment, nous avons tellement ri que j'ai dû me coller une serviette sur les yeux. Lorsqu'elle s'est levée pour partir, elle s'est retournée dans l'embrasure de la porte et a dit, si elle revient en rampant et elle le fera peut-être, rassurez-vous qu'elle apporte une clé, pas des excuses. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas encore ce que je ferais si Jenna revenait, mais je savais une chose, je ne resterais pas à attendre à la fenêtre. Après le départ de Lorraine, je suis retourné au salon et me suis affalé dans le fauteuil. La maison semblait différente maintenant, ni plus pleine, ni plus vide, juste à moi. Le téléphone a sonné à nouveau. J'ai laissé tomber la messagerie. Puis j'ai écouté. C'était Emma. Grand-mère, c'est moi. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais maman pleure et papa crie, et tu me manques. Ta maison et tes histoires me manquent, et je ne sais pas. Je peux venir un de ces jours? Même si maman dit non. Sa voix se brisa à la fin. Elle n'avait plus l'air d'avoir 5 ans, elle paraissait plus âgée que ça. Plus âgée qu'elle n'aurait dû l'être. Je suis resté longtemps rivé au téléphone après la fin du message. Puis, sans réfléchir, j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Je n'ai pas rappelé.
pas encore. Mais j'ai noté son nom sur un petit bloc-notes jaune que je gardais sur le comptoir, Emma, non pas comme une promesse, mais comme un début. La lettre est arrivée le lendemain. Une vraie lettre, enveloppe, timbre, son écriture au recto. Je l'ai reconnue immédiatement, Jenna faisait toujours ses J, majuscules comme des 7, à l'envers, une chose que sa maîtresse de CE2 n'arrivait jamais à lui faire oublier. J'ai tenu l'enveloppe 5 bonnes minutes avant de l'ouvrir. À l'intérieur, 2 pages écrites à l'encre bleue. Pas de salutation, pas de « chère maman », juste une première phrase comme une claque, « J'espère que tu te rends compte de ce que tu fais à cette famille ». J'ai continué à lire. Elle a écrit que Nat était furieux, qu'Emma était perdue, que tout cela ne pouvait pas tomber plus mal vu tous leurs efforts pour maintenir la stabilité, que mon comportement était devenu erratique, qu'elle était blessée mais aussi inquiète. Elle m'a demandé si j'étais déprimé, si j'avais besoin de parler à quelqu'un. Elle a suggéré une thérapie à la légère, comme on le fait quand on essaie de faire semblant de ne pas vous insulter. Elle n'a pas parlé du cadenas. Elle n'a pas parlé du texto, et elle ne s'est certainement pas excusée. Le dernier paragraphe concluait « Nous sommes toujours prêts à t'inclure dans nos vies, mais seulement si tu es prêt à faire partie de l'équipe. La famille exige des sacrifices, maman. Tu me l'as appris. » J'ai plié soigneusement la lettre en 2 et je l'ai remise dans l'enveloppe. Puis je l'ai apportée à la cheminée et je l'ai posée sur la grille. Je ne l'ai pas allumée. Ce n'était pas nécessaire. Je ne voulais simplement plus la voir sur ma table. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Pas de pilule. Plus besoin de me retourner comme une pièce de monnaie qui ne peut pas retomber. Le matin, j'ai préparé des flocons d'avoine sans consulter mon téléphone. À midi, je suis allé à la boîte aux lettres et j'ai trouvé 2 catalogues et une carte postale de Claire, une vue de la côte de l'Oregon, des falaises et un ciel si bleu qu'il en faisait mal. Son écriture était joyeuse et un peu brouillonne. Tante Marilyn, merci pour tout. Je ne sais même pas quoi dire, si ce n'est que j'espère que tu viendras bientôt nous voir. On fera des scones, on s'installera sur la véranda et on fera comme si le monde avait un sens. Bisous. Je l'ai épinglé sur le réfrigérateur. Plus tard dans la journée, j'ai vidé le placard près de la porte d'entrée. Au fil des ans, il était devenu un fourre-tout, les bottes de pluie d'Emma, le hochet oublié de Tommy, une poubelle en plastique pleine de crayons cassés et de chaussettes dépareillées. J'ai jeté la plupart de tout cela dans un sac poubelle, non par colère, mais par simple souci de clarté. Arrivé au fond, j'ai trouvé une petite enveloppe carrée. À l'intérieur se trouvait un dessin d'Emma au crayon, une maison violette en forme de bonhomme allumette, une pelouse verte, un soleil penché dans un coin, et moi au milieu, lui tenant la main, en lettres majuscules, chez grand-mère et moi. J'ai aplati le papier pour lisser les plis, puis je l'ai glissé dans une chemise étiquetée point gardée. Je n'avais pas besoin de la permission de Jenna pour me souvenir de qui j'étais. Ce soir-là, alors que la lumière se faisait dorer sur le sol de la cuisine, je me préparais une nouvelle théière et m'assis près de la fenêtre. Le téléphone vibra de nouveau, mais je ne bougeais pas. C'était mon heure, désormais, sans obligation, sans explication, juste la dignité tranquille de quelqu'un qui avait enfin cessé de supplier pour être aimé comme il se doit. Je n'étais pas retourné à la bibliothèque depuis plus d'1 an, pas depuis le jour où j'avais enfin rendu mon badge après 42 ans de service et 3 autres comme bénévole. Je leur ai dit qu'il était temps, j'avais mal aux articulations, les ordinateurs devenaient plus rapides que moi, et la nouvelle directrice avait cette façon de sourire comme si elle me tolérait toujours. Mais le lundi, quelque chose m'a poussé à sortir, ni la culpabilité, ni la solitude, mais la curiosité. J'ai rempli mon sac en toile avec rien d'autre qu'un carnet et un stylo, et j'ai parcouru les 6 pâtés de maisons qui séparaient de chez moi, en passant devant la boulangerie, puis le parking vide où se trouvait autrefois l'ancien cinéma, jusqu'à atteindre le bâtiment en pierre familier avec ses larges portes vitrées. L'odeur était la même, papier, poussière et cette légère note de cirage au citron qu'ils utilisaient pour les sols. Mes chaussures résonnaient avec le même léger claquement sur le carrelage. J'avançais lentement, non pas par douleur, mais par recueillement. Cet endroit avait été ma seconde maison pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Derrière le bureau était assise une jeune femme que je ne reconnaissais pas, cheveux roux, lunettes épaisses, écouteurs autour du cou. Elle leva les yeux et sourit poliment. « Bonjour, puis-je vous aider à trouver quelque chose ?»« Non, merci », ai-je répondu. Je flânais simplement. J'ai parcouru les rayons, romans, gros caractères, histoire locale, tous les mêmes rayons, juste quelques dos plus récents. Certains de mes anciens favoris étaient encore là. Des titres que j'avais remis en rayon des centaines de fois,
des couvertures que je connaissais comme le visage de mes vieux voisins. Dans le coin des enfants, un garçon de 6 ans à peine était assis en tailleur, lisant à voix haute. Sa mère était à proximité, à moitié distraite par son téléphone. Il avait une incisive, et sa voix était assurée, fier de chaque mot sur lequel il ne trébuchait pas. Je l'ai observé un instant, me souvenant d'Emma à cet âge-là, comment elle se blottissait contre moi et murmurait la fin des livres avant même que nous arrivions à la dernière page. Je n'ai pas laissé ce souvenir me blesser. Au contraire, j'ai souri. Au fond, dans la section de référence, j'ai aperçu un objet familier, le vieux chariot de Don. Les gens y déposaient des livres, principalement des livres de poche au dos craquelé ou tachés de café. Je les triais moi-même, décidant ce qui pouvait être conservé et ce qu'il valait mieux jeter. Alors que je me penchais pour examiner les dosses, quelqu'un derrière moi m'a demandé « Vous êtes Marilyn Joyce, n'est-ce pas ?» Je me suis retourné lentement. La jeune fille rousse de l'accueil se tenait là, tenant un presse-papier. « Oui, » ai-je dit, même si je ne fais plus partie du personnel. « Je sais, » dit-elle, « mais j'ai entendu parler de vous. Vous avez dirigé le programme de lecture d'été pendant quoi, 20 ans ? 23, ai-je corrigé avec un sourire. On distribuait des glaces aux meilleurs lecteurs avant que la clim ne fonctionne correctement. Elle a souri. Je m'appelle Elena. J'ai commencé il y a 2 mois. C'est vraiment un peu écrasant. Eh bien, dis-je doucement, le système décimal de Owen n'a pas changé. C'est déjà ça. Elle rit, puis hésita. Seriez-vous prête à venir nous aider à trier les dons ? Le retard est énorme, et j'aurais bien besoin d'une aide extérieure. J'étais surprise d'être sollicitée pour quelque chose de concret, sans lien avec la famille, la culpabilité ou les obligations. J'aimerais bien, ai-je dit. Elle semblait soulagée. Super. Pas de pression, juste si tu en as envie. Cet après-midi-là, je rentrais lentement chez moi, la brise caressant doucement ma nuque. Je ne me sentais ni lourde ni petite. Je me sentais utile, à ma façon. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau carnet et j'ai écrit en haut de la première page. Les choses que j'aime toujours, vieux livre, matin tranquille, thé à la cannelle, carte postale de Claire, ma propre compagnie. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, dire non sans s'excuser. L'appel de Nat est arrivé un jeudi après-midi. J'étais au jardin en train de tailler le romarin qui avait poussé à l'état sauvage après les pluies printanières. Le téléphone a vibré dans la poche de mon tablier, et j'ai pensé un instant le laisser sur la messagerie, mais j'ai décroché. Sa voix était tendue, formelle. « Marilyn, il faut qu'on parle. » Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai pincé une branche sèche et l'ai jetée dans le bac à compost. Nous avons essayé d'être patients, a-t-il poursuivi. Mais la situation devient incontrôlable. Qu'est-ce qui est vraiment hors de contrôle, ai-je demandé. L'argent, rétorqua-t-il. Les annulations soudaines, la confiance. Jenna est hors d'elle. Elle a changé les serrures pour moi, Nat. Elle était bouleversée, ai-je dit. J'ai refusé de la garder pendant un week-end parce que j'avais un rendez-vous médical. Il y eut un silence. Elle se sentait abandonnée. Elle s'est sentie gênée, ai-je corrigé. Et au lieu de me parler comme une adulte, elle a envoyé un message et changé les serrures. Elle subit beaucoup de pression. Nous sommes tous sous pression, dis-je. Mais nous ne ripostons pas tous en coupant le contact avec nos mères. Il expira bruyamment, puis changea de ton. Écoute, soyons raisonnables. Tu es en train de faire une déclaration. On comprend. Mais ça fait mal à Emma. Tu lui manques. Elle demande de tes nouvelles tous les soirs. C'était prévisible. Non pas parce qu'ils étaient manipulateurs, mais parce qu'ils étaient vrais. Mais je suis resté silencieux. Tu ne veux pas réparer ça, demanda-t-il. Pour elle, j'ai pris une inspiration. Je veux une relation avec ma petite fille, ai-je dit. Mais je ne la gagnerai pas avec le silence et l'argent. Plus maintenant. Et alors ? C'est une punition. Non, ai-je dit. C'est une limite. Vous avez tous les deux pris une décision, et j'en prends enfin une moi aussi. Sa voix se durcit à nouveau. Tu détruis cette famille. Non, dis-je calmement. Je me suis retenu pendant des années. Tu ne l'as juste pas remarqué avant que j'arrête. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je suis retourné à mon romarin. Plus tard dans la soirée,
je me suis servi un verre d'eau et me suis assis sur les marches du perron, tandis que le soleil disparaissait derrière la toiture du voisin. Le téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message de Jenna. Maman, je ne comprends pas ce que tu fais. Ce n'est pas toi. C'est cruel. Tu nous laisses dans un sale pétrin. L'hypothèque arrive à échéance. Les cartes sont au maximum. Tu as toujours dit que la famille prenait soin de la famille. Pourquoi arrêter maintenant? J'ai regardé l'écran, puis j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Parce que j'ai enfin compris que la famille, ce n'est pas seulement ceux dont on prend soin. C'est ceux qui prennent soin de vous. Les formalités administratives furent finalisées ce vendredi matin. Alan m'accueillit lui-même à la réception, le dossier en main. Il ne me demanda pas si j'avais changé d'avis. Il ne me laissa pas une seconde de répit. Il me dit simplement, tout est en ordre, et me conduisit à son bureau. Nous avons examiné les signatures ligne par ligne, mes initiales ici, mon nom complet là, la signature finale en bas. Quand j'ai rendu le stylo, ma main me faisait mal, mais mes épaules étaient plus légères que jamais. Vous avez officiellement terminé, dit Alan en plaçant la dernière page dans son dossier. Je t'apprécie, dis-je. Vraiment, sourit-il, petit et sincère. Tu as fait preuve de courage, Marilyn. Je ne me sentais pas courageux. J'avais juste l'impression que c'était trop tard. Dehors, le vent s'était levé. Les nuages du début de l'été s'amoncelaient et les rues sentaient l'asphalte et les feuilles. Je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai donc pris la voiture jusqu'à la gare et acheté un billet aller simple, départ en milieu de semaine. Destination, la côte de l'Oregon. Claire m'avait proposé plus d'une fois, viens séjourner. Viens respirer. On a une chambre d'amis à toi quand tu veux. Elle disait que le bruit de l'océan est assez fort pour couvrir tout ce qu'on ne veut pas entendre. J'avais toujours promis plus tard, après les vacances, après l'anniversaire d'Emma, après que quelqu'un d'autre soit passé. Maintenant, plus d'excuses. À la maison, j'ai commencé à faire mes cartons sans précipitation ni frénésie, un tiroir à la fois. Juste ce qu'il me fallait, des chaussures confortables, des pulls chauds, mes cahiers, quelques livres préférés. Au fond du placard, j'ai trouvé l'écharpe bleue que Jenna m'avait offerte 5 Noël plus tôt, encore enveloppée dans du papier de soie. Je l'ai serrée entre mes mains un instant, puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai déposée dans la pile des dons. Elle était douce, belle, mais pas chaude. Quand le sac fut plein, j'ai appelé le refuge pour femmes et j'ai pris rendez-vous pour venir le récupérer. Je n'avais plus besoin de souvenirs. J'avais besoin de place. Ce soir-là, debout dans ma chambre, j'ai regardé autour de moi. La maison ne me semblait ni plus petite ni plus solitaire. Elle semblait en pause, comme une chanson volontairement laissée inachevée. J'ai écrit un petit mot à mon voisin, lui ai laissé des instructions pour la consigne du courrier et réglé mon réveil. J'ai bien dormi. Le matin, je préparais mon café, regardais la lumière se répandre sur le plancher et entamais une journée qui m'appartenait entièrement. À la gare, je montais tôt, trouvais un siège côté fenêtre et regardais la ville défiler comme dans un vieux film. À mi-chemin, j'ai sorti mon téléphone. Un nouveau message ou encore celui de Jenna. J'ai entendu parler de la fiducie. Claire, vraiment? Je n'arrive pas à croire que tu aies tout laissé à quelqu'un que tu vois à peine après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu as fait ton choix. J'espère que ça te tient chaud. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Aucune réaction. Aucune colère, c'était fini. De l'autre côté de l'allée, un petit garçon était blotti contre sa mère, fredonnant. Elle lui caressait doucement les cheveux, sans dire un mot. Je les observais un moment, sans envie ni douleur, juste avec sérénité. 3 heures plus tard, le train entrait dans une petite gare brumeuse. Claire était là, debout à côté de sa voiture, agitant les mains comme un enfant à un défilé. Quand je descendis du quai, elle me serra dans ses bras, sans poser de questions, sans avoir besoin d'explications. « Tu as l'air plus grand, dit-elle. Je le sens. » Elle rit. « Allez. J'ai fait des scones. Et il y a une chaise sur le porche avec ton nom dessus. » Nous avons roulé vitre baissée, la brise marine nous enveloppant douce, fraîche, pure. La maison de Claire était perchée sur une falaise, juste assez haut pour entendre les vagues, mais pas pour les voir. Le vent soufflait dans les hautes herbes comme un murmure, et la véranda enveloppait la façade comme des bras destinés à vous soutenir, pas seulement à encadrer la vue. À l'intérieur, tout sentait la cannelle et le linge propre.
Il y avait des livres partout, des tasses ébréchées dans l'évier, et un chat nommé Percy, qui s'est immédiatement installé sur mes genoux comme s'il m'attendait depuis le début. Je n'ai pas déballé tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Claire avait déjà disposé des serviettes et un pull sur le lit d'appoint, avec un mot disant « Si tu veux parler, je serai dans le jardin. Sinon, je serai quand même là. » Ce premier soir, je me suis assis sur la véranda, une couverture sur les genoux et un scone à la main. Claire m'a rejoint avec un verre de vin et est restée silencieuse pendant 10 bonnes minutes, se contentant de respirer à côté de moi. Finalement, elle m'a demandé « Ça va ?» Et je lui ai dit la vérité, tout. Je lui ai parlé des cadenas, du texto, de la façon dont la voix de Jenna avait changé quand j'avais dit non. Je lui ai parlé des dossiers de reçu, de la procuration révoquée, du testament, de la fiducie. Je lui ai dit que je ne pleurais plus beaucoup, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que j'avais enfin compris la différence entre le chagrin et la culpabilité. Elle m'écoutait, non pas avec pitié, mais avec présence. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit « Je crois que tu as fait quelque chose qu'on n'a jamais appris aux femmes de cette famille. Tu t'es choisie. » J'ai hoché la tête. Ça ne m'a pris que 74 ans. Elle sourit, toujours plus vite que la plupart. Nous restâmes assis dans le crépuscule jusqu'à l'apparition des étoiles. Puis nous rentrâmes et préparâmes du thé. Cette nuit-là, je dormis la fenêtre ouverte, bercé par le bruit de l'océan qui s'enfonçait et s'éteignait comme un souffle. Le lendemain matin, nous sommes descendus jusqu'au rivage. Mes genoux protestaient sur le chemin de gravier, mais j'ai continué, m'appuyant sur le bras de Claire quand j'en avais besoin, sans m'excuser. Au bord de l'eau, je me suis levé, pieds nus, laissant le sel froid me piquer les chevilles. Cela, dis-je, semble honnête. Claire hocha simplement la tête. C'est pour ça que je ne suis jamais parti. Cet après-midi-là, nous avons préparé un crumble aux pêches, joué au rami sur la véranda et discuté gentiment pour savoir si les chats comprenaient l'anglais. Percy n'a fait aucun commentaire. Au coucher du soleil, mon téléphone a vibré. Un autre message, différent celui-ci. Maman, je ne sais pas comment arranger ça. J'en ai envie, mais tout semble brisé. Emma n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Elle pleure au coucher. Nat ne comprend pas pourquoi je ne suis pas plus en colère, mais je ne sais pas. Je crois que tu me manques. Je fixai l'écran. Claire, depuis sa chaise de jardin, le remarqua. J'acquiesçai. Elle dit que je lui manque. Tu la crois? Je crois qu'elle regrette ce que je lui ai donné. C'est la même chose? Je ne répondis pas encore. Au lieu de cela, je retournai sur le porche et contemplai le ciel. Il était strié de lavande et d'orange, et les mouettes tournoyaient lentement au-dessus de l'eau. L'espace d'un instant, j'ai imaginé Jenna telle qu'elle était autrefois, 8 ans, couverte de jus de glace, courant pieds nus dans le jardin en criant « Regarde, maman », toutes les 2 minutes. Puis j'ai revu le dernier texto, le cadenas, le silence. Je n'arrivais pas à concilier les deux. Peut-être que je n'étais pas censé le faire. Cette nuit-là, j'ai écouté l'océan au lieu de répondre. J'ai posé mon téléphone sur le rebord de la fenêtre et murmuré « Pas encore ». Le vent soufflait dans la pièce ouverte comme s'il m'avait entendu. Une semaine passa, puis 2. Je restai dans la chambre d'amis de Claire plus longtemps que prévu. Elle ne laissa jamais entendre que j'étais resté trop longtemps. Elle ajouta simplement une couverture supplémentaire au lit et des sachets de thé dans le tiroir. Nous avons instauré un rythme, matinée tranquille, longue promenade, petit repas. Elle travaillait l'après-midi depuis son ordinateur portable dans la véranda, et je lisais des romans que j'avais oubliés. Le soir, nous nous asseyions sur la véranda et laissions le monde s'adoucir. Je n'ai pas consulté mon téléphone toutes les heures. Je ne me suis pas inquiété de ce qui pouvait m'attendre. Et quand j'ai regardé, je n'ai vu qu'un seul message d'Emma. Salut grand-mère. Maman dit que tu es en voyage. J'espère que tu t'amuses bien. J'ai fait une photo pour toi, mais je ne sais pas où l'envoyer. C'est toi, moi et les gros biscuits que tu as fait l'été dernier. Peux-tu me répondre bientôt? Tu me manques terriblement. Je l'ai lu lentement, 3 fois. Puis j'ai répondu. Salut, ma chérie. Tu me manques aussi. Je suis près de l'océan. C'est bruyant et beau, et il y a un chat ici qui me rappelle nos vieilles histoires de pain d'épices. Tu peux toujours m'envoyer des photos. Je les garderai pour toujours. Tu es dans mon cœur tous les jours.
Elle répondit en quelques minutes. Un seul mot, youpi. Je n'eus pas de nouvelles de Jenna. Pas un mot. Mais quelque chose d'étrange commença à s'installer en moi, ni de l'amertume, ni du désir, juste de la compréhension. Jenna avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Peut-être qu'un jour nos chemins se croiseraient à nouveau. Peut-être pas. Mais je ne me sentais plus petite dans l'attente. Claire est rentrée à la maison un après-midi avec une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Une clé, dit-elle, de cette maison, juste au cas où tu voudrais revenir ou ne jamais partir. » J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, une clé en laiton attachée à un ruban. Je n'ai pas pleuré, mais je l'ai tenue comme un objet sacré. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac non pas pour partir, mais pour me préparer. Je voulais rentrer chez moi, juste un instant, me promener dans mon jardin, ouvrir mes fenêtres, m'asseoir dans mon fauteuil et retrouver le calme que j'avais mérité. Claire m'a conduite à la gare. Elle ne m'a pas demandé quand je reviendrais. À la maison était telle que je l'avais laissée, propre, immobile, en attente, mais sans besoin. J'ai arrosé le romarin. Je me suis assise sur la véranda. J'ai préparé mon thé. Le lendemain, on a frappé. Pas Jenna, mais Emma, debout sur le perron, tenant un dessin plié dans les mains, son sac à dos penché sur une épaule. Elle m'a regardé avec ces mêmes grands yeux que j'avais vus autrefois cligner à travers la barrière du berceau. Maman m'a déposé, a-t-elle dit. Elle a dit que je pouvais rester le week-end si ça te va. J'ai ouvert la porte sans un mot. Elle a enlevé ses chaussures, a couru vers le réfrigérateur et a ri en voyant la carte postale toujours accrochée. « Tu l'as gardée » dit-elle. Bien sûr que oui. Ce soir-là, elle s'est blottie contre moi sur le canapé, un chocolat à la main, la vieille couverture autour des jambes. Nous n'avons pas parlé des boucles, du silence ou du week-end qui avait rompu le cycle. Nous avons lu son histoire préférée, celle du renard et du clair de lune, et cette phrase qui la faisait toujours me la murmurer. La maison est l'endroit où quelqu'un vous attend. Je l'ai embrassée sur la tête. Et à cet instant, j'ai su que j'avais bien fait. Je ne l'avais pas abandonnée. J'avais simplement enfin arrêté de m'abandonner moi-même. Si cette histoire vous a touché, sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour fixer des limites, préserver sa paix intérieure et prendre un nouveau départ. Laissez un commentaire si vous avez déjà dû faire ce choix difficile et suivez-nous pour découvrir d'autres histoires qui révèlent des vérités cachées que nous ne disons pas à voix haute.